Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui Jacques Gaucher qui est écrivain et il nous a porté son nouveau livre et son premier livre, La Vallée du Risque, Silicon Valley. Jacques Gaucher, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Et je vais peut-être commencer, si vous pouvez nous donner une petite biographie, ce que vous avez fait avant d'être écrivain de livres. Bien sûr. Je suis correspondant sur la côte ouest depuis 12 ans de plusieurs magazines français et depuis 6 ans de la Tribune de l'Expansion, D'accord. qui est un journal quotidien économique publié à Paris. Et je suis également consultant en nouvelles technologies. Et donc, pour être reporter de ce genre de magazine ou journal, est-ce qu'il faut avoir une formation spéciale ou vous êtes simplement reporter? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut quelque chose quand même s'y connaître dans l'informatique, par exemple? Oui, je m'y connais un petit peu dans l'informatique, mais enfin, je couvre la Silicon Valley depuis 6 ans à fond pour la Tribune de l'Expansion. Et depuis une douzaine d'années pour d'autres magazines, un peu moins à fond. Le fait que je sois surtout un observateur, pour moi, fait la différence. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dénoncer les technologies, c'est d'observer un phénomène social, économique et éventuellement technologique. D'accord, donc vous êtes surtout, vous donnez des nouvelles sur les nouvelles trends, c'est ça, Voilà. les nouvelles... Je suis très intéressé par les nouvelles technologies, Oui, d'accord. les tendances, les innovations en général, et Ouais. particulièrement Et pour ce finalement, livre. vous avez dit, je vais autant écrire un livre, c'est ça? Voilà, de par mon expérience dans la Silicon Valley, je me suis décidé il y a à peu près un an d'écrire de me lancer, d'écrire le livre. Est-ce que certaines parties de ce livre ont été déjà publiées dans le journal? Est-ce que c'est des extraits de vos publications? Pas du tout, non, pas du tout. Enfin, j'avais écrit des articles qui ont effectivement un rapport avec ce que j'écris, mais enfin, tout est... C'est quelque chose de tout à fait qui n'a pas été publié avant? Absolument, c'est original. C'est original, Ouais. d'accord. Bon, alors peut-être qu'on va parler du livre lui-même, La Vallée du Risque. Peut-être vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que c'est la Vallée du Risque. Enfin, est-ce qu'il y a des risques Oui, il y a beaucoup de risques à prendre dans la vallée du risque. C'est l'intérêt de cet endroit en Californie. Oui. Les gens sont des entrepreneurs qui aiment prendre des risques. Le risque de lancer une société, le risque de réussir et peut-être le risque d'échouer. L'autre risque, l'autre origine du titre, c'est simplement le capital risque, les investisseurs en capital risque qui aident justement ces jeunes entrepreneurs à lancer une compagnie. Oui, comme justement on avait mentionné, Sophie Nova qui est un des investisseurs, d'accord. Absolument. Est-ce que, d'après vos investigations pendant ces 10 ans, est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de succès que d'échecs ou beaucoup plus de... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ces 10 ans? Oui, c'est une question intéressante. Il y a eu énormément d'échecs, bien sûr, mais enfin, l'échec dans la Silicon Valley ne veut pas dire grand-chose. L'échec, c'est très encourageant, et ça, c'est une leçon que je veux donner peut-être aux Français qui habitent en Europe. Oui. C'est que l'échec est au contraire un point positif. Vous avez échoué une fois, vous Essayez avez à appris nouveau. certaines leçons, essayez à nouveau. Même si vous n'avez pas appris vos leçons, hein, vous pouvez toujours essayer 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous réussissez un jour. Est-ce que vous pensez que les Français, étant donné que on parle des Français ici, est-ce que vous pensez que les Français ont quand même fait un impact dans la Silicon? Est-ce qu'ils sont connus? Les Français sont connus, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont réussi dans la Silicon Valley, mais... Est-ce qu'il y a une compagnie très grande ou qui a influencé les autres? Oui, il y a des compagnies où les Français, si vous voulez, ont une influence considérable, influence plus qualitative que quantitative, mais des compagnies comme Apple Computer, par exemple, jusqu'à très dernièrement, Jean-Louis Gasset était un numéro 2 d'Apple Computer, a quitté Apple Computer depuis, mais d'autres Français ont réussi. Les noms les plus connus sont ceux de Philippe Kahn, qui est le fondateur et le PDG de Borland International, qui est une entreprise de software, de logiciels, de programmes. Et un autre nom connu, c'est celui d'Éric Benamou, qui est à la tête actuellement de 3Com, qui est une compagnie de réseau d'ordinateurs, pour comment mettre les ordinateurs en réseau. Ah, et c'est C'est une invention purement française, c'est ça? Non, pas spécialement française, c'est une invention internationale. Ah, d'accord. Il a lancé la compagnie avec plusieurs Américains, mais il est actuellement PDG de 3Com, qui est le numéro 1 mondial indépendant des réseaux d'ordinateurs. Bien sûr, IBM et Hewlett-Packard ont une division qui fait ça, qui est peut-être plus importante, mais ils ont des solutions pour toute une série de problèmes et d'ordinateurs différents. C'est un peu leur rôle. D'accord, mais est-ce que les Français ont apporté quand même une invention
qui a été reconnu par les Américains? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu quand même des inventions françaises qui ont fait un impact? Bah, il y a eu une invention française quand même qui est assez connue et peut-être on connaît moins l'impact qu'elle a eu à partir de la Silicon Valley. C'est la reconnaissance de voix par électronique, la petite boîte qui s'appelle Catalavox, Okay. qui a été inventée par Martin Kempf. D'accord. Et c'est une petite boîte, vous pouvez la programmer à la voix et cette boîte fait agir des machines uniquement. Oui, absolument, hein, par la voix. Par la voix, c'est-à-dire, je vous donne deux exemples. La microchirurgie, jusqu'à maintenant, il fallait utiliser en microchirurgie une pédale pour le chirurgien, pour faire descendre son microscope ou le faire remonter. Actuellement, il peut dire à la voix zoom down, zoom up, à droite, à gauche, et le microscope change comme ça. Il a ses mains. Des applications. Voilà, ses mains sont libres, mais surtout, il n'a pas appuyé sur une pédale, ce qui peut apporter un déséquilibre dans le corps quand on fait une opération chirurgicale importante. Une autre application du Catalavox, invention purement française de Martin Kempf, et de coupler le Catalavox à des chaises roulantes pour handicapés, et ils peuvent dire marche avant, marche arrière, droite, gauche, etc. Justement, il y a mon ami là qui passe après vous qui avait dit qu'il y a un Français qui a inventé sur la puce sur les cartes magnétiques. Oui, absolument. Est-ce que ça va être introduit aux États-Unis? Oh bah c'est déjà introduit aux États-Unis. Il y a déjà eu beaucoup d'expériences, pas dans le grand public encore, mais la carte de M. Moreno s'est retrouvée il y a eu des achats du gouvernement fédéral américain. Ah d'accord, pour les droits de l'utiliser, c'est ça? Voilà, non pas simplement pour le droit de l'utiliser, pour des expériences précises. Je pense qu'il y a eu un achat quelques années par le corps des Marines, et ils s'en servaient pour certaines applications très précises. Mais ce n'est pas utilisé par le public encore ici? Je ne pense pas que ça soit encore utilisé par le public. Visa est en train de mettre au point une carte de crédit avec une puce à l'intérieur. Ah d'accord. Mais je ne sais pas si c'est une technologie française. Elle n'est pas encore commercialisée. Comme en France. Voilà. Enfin, ce sont quand même des trucs. Enfin, est-ce que quand il y a une invention, ça devient les droits, ça s'achète quand même par les autres compagnies. C'est comme une invention, les autres inventions. Absolument. Enfin, bien sûr, il y a des fois des vols d'inventions. Enfin, oui, ça c'est un des problèmes de la Silicon Valley. Je parle un peu dans l'introduction des problèmes d'espionnage industriel, qui existent toujours. Lors des années 70 et du début des années 80, c'était surtout des agents du KGB, l'Union soviétique ou des pays d'Europe de l'Est en général. Et maintenant, c'est tout le monde. Maintenant, c'est tout le monde. Ça s'est démocratisé et ouvert pour tout le monde. Comme le mur de Berlin, le mur est tombé. Tout le monde peut spy on the others. Et puis, quand on est américain, on peut être de n'importe quelle nationalité d'origine. C'est vrai. Et puis, vous savez, la Silicon Valley n'est pas un endroit exceptionnel pour l'espionnage industriel. Il existe partout, pas simplement dans la Silicon Valley. Donc, Est-ce qu'il y a des tendances que la Silicon Valley ne va plus être qu'informatique et va peut-être se lancer vers d'autres industries comme l'industrie du recycling et des waste management? Absolument. Il se passe beaucoup de choses dans la Silicon Valley. D'abord, premièrement, la Silicon Valley s'étend. Oui. On parle pour l'an 2000-2010 de la vallée du croissant, c'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement d'un côté de la baie de San Francisco, elle va faire le tour par le sud et remonter un peu vers le nord-est. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses dans la Silicon Valley. Je veux dire, il y a de plus en plus de télécommunications, il y a de plus en plus de biotechnologie qui est autour de la Silicon Valley, mais aussi dans la Silicon Valley, donc l'ingénierie génétique. Et il y a de tas d'industries, je veux dire, c'est pas Est-ce qu'il y a l'industrie militaire aussi? Je pense énormément. Le principal employeur de la Silicon Valley est Lockheed Missile and Space. Oh, okay. Oui, c'est effectivement, c'est la marine peut-être, la marine américaine, et ensuite, en tant que compagnie privée, c'est Lockheed Missile and Space, qui est un des grands employeurs de la Silicon Valley, le numéro 1. Donc, les contrats de défense nationale ont toujours été très importants dans la Silicon Valley, mais n'ont pas touché tout le monde. Mais alors, si vous voulez, il y a des compagnies actuellement comme Apple Computer qui commencent à passer des contrats militaires. C'est très récent, ça. D'accord. Et je crois que j'ai vaguement vu le livre, mais vous avez mentionné un petit chapitre sur les Japonais. Est-ce que vous pouvez me parler? Pourquoi vous parlez d'eux? Je parle d'eux parce que la Silicon Valley est un peu une porte du Pacifique. On a une vue de l'Asie dans la Silicon Valley qui est complètement différente. Et surtout du phénomène du danger japonais. Est-ce qu'ils ont plus d'argent que les autres à investir, c'est ça? Les Japonais actuellement les compagnies japonaises ont énormément de liquidités, donc peuvent se permettre d'investir. Vous voyez l'exemple de Sony, l'exemple de Matsushita, et l'exemple que je cite dans mon livre de Kubota, qui est un grand de droite et de gauche. C'est ça, qui est un grand de l'industrie agricole au Japon et qui se diversifie dans l'industrie informatique et électronique actuellement et qui a investi plus de 250 millions de dollars ces dernières années dans la Silicon Valley.
Ok. Et finalement, c'est-à-dire, ce livre, ça intéresserait surtout les investisseurs finalement. C'est-à-dire, J'ai voulu faire le livre pour le grand public, ouais. pour montrer qu'il se passe quelque chose ici, que la Silicon Valley n'est pas simplement un phénomène de mode dont on parlait beaucoup au début des années 80, Ouais. qu'il se passe beaucoup de choses, et c'est le premier point, un intérêt pour le grand public. Et aussi pour les inventeurs peut-être. Pour les inventeurs, pour les entrepreneurs, Ouais. et puis pour les consommateurs. J'ai essayé d'expliquer dans le dernier chapitre qu'il y a beaucoup de nouveaux produits qui vont sortir pour le consommateur lors des années 90, comme par exemple tout simplement vous prenez une montre qui devient une montre pager, et qui est une montre qui vous donne des messages où que vous soyez dans le monde entier. Ça vient de la Silicon Valley. Sortir. Ça vient de sortir. Bon, ça vient exactement de San Francisco, mais les recherches ont été faites, l'esprit de la Silicon Valley. Cellular phone, c'est aussi fait à la Silicon, non? Non, le cellular phone n'a pas vraiment commencé dans la Silicon Valley. Ah, d'accord. Pas vraiment. D'accord, Bon, il y a d'autres produits. Vous avez mentionné Page, j'ai oui. pensé au téléphone. Non, la montre pager, c'est une invention amusante, je veux dire, Ouais, qui se fait actuellement. Ça qui va commence à se peut-être faire. se vendre pour le public et qui sera Qui se vend pour le abordable. public, Ah, oui, d'accord. tout abordable. Une autre invention amusante, c'est qui marche déjà depuis quelque temps, ce sont les systèmes de navigation électronique pour les voitures, les cartes électroniques. Vous avez un petit écran sur le tableau de bord et vous pouvez suivre vos directions sur une carte électronique qui est un algorithme qui change en même temps que la voiture change de direction. Donc c'est fantastique. Parce qu'une fois je me suis perdue à 50 km, on a dû revenir, ben, ce serait bien ça. Ça c'est une invention typique de la Silicon Valley. Elle est déjà vendue en Allemagne sous la marque Blaupunkt, mais elle vient de la Silicon Valley. D'accord. Voilà. Et donc, ça intéresserait les gens, surtout les Français qui adorent les gadgets, c'est ça? Les Français adorent les gadgets, et Dieu sait que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de gadgets. C'est le pays des gadgets. Voilà. Et on parle toujours du Japon pour les gadgets, mais la Silicon Valley a beaucoup de gadgets à présenter. Est-ce qu'il y a en Europe quelque chose qu'on pourrait comparer à la Silicon? Pas vraiment, on ne peut pas comparer en Europe. Est-ce qu'il y a un centre informatique en Europe? Il y a beaucoup de centres informatiques, des technopoles, on les appelle des technopoles, qui existent effectivement, mais qui sont des endroits centralisés, pensés avant d'être créés. C'est-à-dire, on dit, on va faire une technopole dans tel endroit, on l'a fait, et il y a des réussites extraordinaires. Je ne veux pas dire que la Silicon Valley n'existe pas. Mais tout le monde ne se rassemble pas dans cet endroit, c'est ça? Non, mais un endroit comme Sophia Antipolis, près de Nice, sur la Côte d'Azur, est un endroit que j'ai vu naître personnellement et qui actuellement a plus d'1 millier d'entreprises, qui sont surtout des laboratoires de recherche. Et c'est devenu un centre, au point de vue télécommunication, c'est certainement un des endroits les plus importants au monde. J'y inclus la Côte d'Azur, parce qu'il y a d'autres endroits sur la Côte d'Azur, comme le laboratoire sur la recherche dans les télécommunications d'IBM, qui est le principal laboratoire d'IBM pour les télécoms. Bon, et sur la Côte d'Azur. Donc il se passe des choses en Europe, attention. Donc vous suivez autant ce qui se passe ici que ce qui se passe en France? Absolument. Et donc vous retournez de temps en temps? Je retourne relativement souvent en France, une fois tous les 2 mois. Je suis également éditeur d'une... Est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes un spy? Non, pas du tout, pas du tout. Je rassemble des informations, quoique les gens qui lisent mon livre, qui habitent même dans la Silicon Valley, Martine Kempf, dont je parlais du Catalobox, m'a appelé hier et m'a dit qu'elle avait appris beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas. Et Dieu sait, c'est une innovatrice, elle fait des choses dans la Silicon Valley. D'accord. Et elle Mais vous rassemblez des informations? Je rassemble des informations, je fais le travail de journaliste. D'accord, voilà. D'accord. Et donc, vous faites surtout votre recherche de compagnie à compagnie? De compagnie à compagnie, exactement. Je vois les tendances, je vois ce qui se passe, je parle beaucoup avec les analystes, d'autres consultants, et on fait des recherches comme ça. Et je suis également l'éditeur d'une newsletter qui est en train de monter, qui s'appelle Neo Europe, et qui donnera des informations en provenance d'Europe, qui sera couplée avec 2 autres newsletters qui existent déjà, Neo Japan et une autre. Voilà. D'accord, donc ce livre va sûrement peut-être aider les Européens, enfin tant que la France va devenir européenne, enfin vous n'êtes plus français maintenant, vous êtes européen, n'est-ce pas? Je suis européen, n'est-ce pas? Bientôt, en 92 on sera plus français. On sera plus français, espérons-le, ça je pense qu'on n'y arrivera pas tout de suite, mais enfin, espérons-le, espérons rester en français, mais enfin surtout être européen également. Non, enfin on aura le passeport européen, Voilà, exactement, oui. Donc peut-être que vos informations seront diffusées dans toute l'Europe et non je l'espère, j'espère que le livre sera diffusé dans toute l'Europe ou le prochain livre, ce n'est pas important. D'accord, et vous avez donc des projets futurs? Absolument, j'ai d'autres projets de cette newsletter qu'on est en train de lancer, des tas de projets de consultants, mais ça c'est des projets qui continuent, et surtout... toujours de mettre au courant les gens de ce qui se passe. Toujours de ce qui se passe dans la région, et puis surtout faire un 2e livre.
qui dépasserait un peu la Silicon Valley, mais qui serait plutôt sur la Californie en général, qui serait un peu, je ne veux pas en dire trop, mais enfin, disons l'esprit d'innovation en Californie. Donc vous pensez que la Silicon Valley va se développer encore plus? C'est-à-dire, enfin, malgré sa réputation était très très forte, mais elle va continuer à aussi être très Absolument, forte. Elle va se développer énormément dans les années, au XXIe siècle, elle va continuer sur sa lancée. J'avais juste une analogie à faire. On parle, la Silicon Valley maintenant, qui perd d'ailleurs de plus en plus ses unités de production, mais on en revient aux unités, les sièges sociaux des compagnies y restent, les laboratoires de recherche, ça devient donc un centre de décision. Et la Silicon Valley est un centre de décision mondial de l'électronique, tout comme Détroit et Tokyo sont des centres de décision de l'automobile, ou New York est le centre mondial de la finance. La Silicon Valley est en train de devenir le centre mondial de la technologie. Voilà. D'accord, donc vous encouragez tout Français peut-être à venir prendre, étant donné que vous avez dit que c'est plus facile de s'installer dans la Silicon, enfin de lancer une idée peut-être. Et donc vous les encouragez de venir ici, n'est-ce pas? Absolument, je les encourage chaudement au moins à venir la visiter. Ils peuvent passer par moi, je suis consultant, c'est une de mes spécialisations. Je fais visiter la Silicon Valley à des groupes de Français régulièrement, et je leur ouvre des portes dans les entreprises pour lesquelles ils ont un certain intérêt. Et c'est plus facile donc de s'installer ici, c'est ça? À mon avis, oui, mais enfin ça s'arrange en Europe, ça s'améliore nettement, et il y a de grandes possibilités en Europe, mais c'est quand même, à mon avis, un endroit où passer, la Silicon Valley. Il faut la connaître. D'accord, et bon, c'est très bien. J'espère que vous aiderez plusieurs personnes dans ce sens-là. Enfin. Et enfin, si l'on verra un livre dans 10 ans, ce sera peut-être sur les nouvelles entreprises qui se sont installées. Peut-être, on ne sait jamais. Ça, je ne sais pas encore, mais j'essaye. Ok, bon, je vous souhaite beaucoup de succès. Moi, ça m'intéresse déjà. Enfin, j'ai lu quelques passages. Ça a l'air d'être assez reader-friendly. C'est reader-friendly. Et d'ailleurs, si vous voulez l'acheter ou les téléspectateurs veulent l'acheter, ils peuvent contacter une entreprise de communication qui s'appelle Spirito Communication et qui distribue le livre aux États-Unis. Voilà, effectivement à San Francisco. Et leur numéro de téléphone est le 824 67 49. Donc c'est un livre qui peut s'acheter par correspondance. Ils peuvent s'acheter par correspondance à San Francisco, on n'a pas besoin d'aller l'acheter en France. Et s'ils téléphonent au 824 67 49, ils peuvent l'acheter là. Je peux donner un numéro de fax si ça ne vous dérange pas. Voilà, un numéro de fax également, le 641 71 37. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup et j'espère que ça se développera et que, enfin, surtout que ça aura beaucoup de succès en France, ça encouragera les investisseurs à venir ici. Merci bien. Donc c'était Jacques Gaucher qui vient de nous présenter un de ses nouveaux livres, un des livres, enfin, votre livre, c'est La Vallée du Riz, Silicon Valley. Merci beaucoup. Merci. Donc, ils font passer le générique. Oui, alors quand il passe le générique, il n'y a plus de son, là. On ne nous entend pas. Là. Voilà, c'est ça. Comme ça. Et je sais qu'à la télévision, quand il passe le générique, il faut toujours parler. Ça fait toujours voilà, bien. C'est ça, pour qu'on n'a pas l'air qu'on n'a pas l'air d'être figé. Voilà, c'est exactement. Je crois qu'on a tout fait. Oui, non, mais je vous remercie. Ça s'est très bien passé. Je suis d'ailleurs très content que vous ayez fait cette interview. Oui. Je m'enregistrerai et je distribuerai. Peut-être, tiens, je ferai des copies de ma cassette, je les montrerai aux gens parce que ça serait un bon moyen de oui, bien sûr. Je sais qu'en France, il y a des magnétoscopes qui prennent les deux systèmes. Oui, ça c'est autre chose, effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas le même système. C'est des choses. Mais il y en a qui prennent les deux. Oui, d'accord. Il y a des systèmes, mais en fait, c'est pas difficile à transférer non plus. C'est facile. Il y a une compagnie qui fait ici. D'accord. Très bien. Très bien. Au cas où vous retournez en France. Oui, absolument, Je pense que, enfin, pour vous, si vous retournez en France, c'est de passer dans des talk shows aussi. Enfin, je sais pas si ça mais j'ai déjà fait. France. J'ai promu le bouquin pendant 5 semaines en France. Vous avez et je vais passer dans un talk show bientôt, mais ils vont ouvrir une ligne sur la Californie qui s'appelle 17 Express. C'est à 17h, ça remplace l'émission de Jacques Chancel, vous savez.